Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner mon avis et mon expérience si vous souhaitez devenir technicien cinéma ou de manière plus large travailler dans ce milieu spécifique. On se concentrera principalement sur le cinéma français et je vous donnerai tout pour réussir, notamment beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir à la sortie du lycée lorsque je me suis lancé là-dedans. Concernant mon parcours, j'ai fait 5 années d'études cinéma, 3 à la fac et 2 ans dans une école privée. Bon, c'est la même que celle de Durandal. Pendant ce temps d'études, j'ai rencontré beaucoup de monde du milieu à quasi tous les postes pour me faire des contacts et surtout pour avoir une vision d'ensemble. J'ai ensuite bossé en tant que technicien, soit dans les bureaux en marketing, soit sur le terrain, sur des pubs, des longs métrages, etc. Et le fait d'avoir tourné dans divers secteurs m'a permis d'avoir une vraie vision d'ensemble, car souvent, tu vois, si quelqu'un veut travailler par exemple dans l'image, il va plutôt se concentrer sur des gens qui sont dans ce secteur-là. Et sa vision du métier, finalement, ne concernera que son métier spécifique, et beaucoup moins le secteur en général, tu vois. Avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose, c'est que quel que soit le métier, ce sera difficile physiquement, et la partie artistique, vous pouvez totalement l'oublier. La partie artistique des films, pubs ou séries est vraiment réservée aux chefs de poste qui, eux, ont au moins 10 ans d'expérience, si ce n'est plus. Il faut vous mettre en tête que lorsque vous commencerez votre carrière, en fait, il faut vous attendre au moins pendant 10 ans à être exécutant, en fait. C'est-à-dire que votre job principal sera de sortir des trucs lourds du camion, d'amener le matériel du camion jusqu'au lieu de tournage, de potentiellement rester en plein soleil ou sous la pluie toute la journée si la scène est dehors et que vous devez gérer des figurants. Également de rester debout 16 heures par jour, ça c'est très important, c'est la base. Moi quand j'ai commencé, j'avais l'impression d'avoir fait 5 ans d'études pour faire déménageur, tellement que je passais mon temps et ma journée à vider ce foutu camion et à le remplir le soir. Ça, le truc du matos, c'est vraiment dans quasi tous les métiers. Tu vois, par exemple, en machinerie, tu as les machines et les sacs de sable à transporter. Tu as tous les tubes en fer sur lesquels on pose des projecteurs, des trépieds, et pas des trépieds de la Fnac en plastique. Là, je te parle de vrais ferrailles avec lesquels tu peux faire de la muscu. En décoration, tu as tout le mobilier comme des tableaux, des vases, des rideaux, des meubles. Là, pour le coup, c'est un vrai boulot de déménageur. En caméra, chaque jour, dis-toi qu'il faudra que tu installes le retour caméra pour le réalisateur, c'est-à-dire des écrans, plus tous les branchements, plus t'occuper des batteries et d'enregistrer les rushs du jour, sans compter qu'il faut monter la caméra avec les objectifs. Très important. En lumière, tu auras tous les projets à transporter, des trucs qui font bien 10-15 kg facile, et t'en poses pas un dans la journée, mais genre 5 minimum, et pour chacun, t'as le trépied plus sa gueuse. Et si t'es en régie, oublie le fait que t'es un humain et que tu dois dormir, car les régisseurs, c'est eux qui ouvrent les décors et qui les ferment, donc ils sont là avant tout le monde, et partent en dernier. Eux aussi, c'est dur, car ils doivent installer la tente pour le retour caméra, pour la cantine, et au besoin prendre la voiture pour aller chercher un truc. Bref, tu l'auras compris, quel que soit le secteur, ce sera dur physiquement. Même si t'es assistant de prod et que t'es censé être dans les bureaux, t'inquiète pas que tu te retrouveras vite fait sur le terrain. Parce que ça, on vous le dit pas, mais jusqu'aux années 90, en fait, ils avaient du mal à trouver des techniciens. Intermittent du spectacle est un métier précaire, dans le sens que vous attendez pas à ce qu'on vous accorde des prêts maison ou même juste trouver une location. Ce sera extrêmement compliqué. La plupart des intermittents vivent avec quelqu'un ayant un CDI, sinon ils pourraient rien faire. Et là, je précise au passage que c'est un statut qui s'autofinance et que ça ne coûte rien à l'État. Contrairement à ce qui se dit en général. Jusqu'aux années 90, on devenait technicien en ayant d'abord été apprenti après le bac, ou même sans bac, car les gens n'étaient pas motivés à faire un travail dur physiquement. Et en plus avec un statut précaire. Il y a vraiment eu un tournant dans les années 2000, c'est que en fait beaucoup d'écoles privées ont été créées car ils ont vu qu'il y avait un vrai business à se faire, et donc beaucoup plus de monde est arrivé dans le milieu à la recherche de travail. Du coup, l'apprentissage s'est arrêté car c'était plus simple et beaucoup moins cher de prendre des stagiaires. Youpi! En fait, c'est l'arrivée de toutes ces écoles privées qui ont rendu le travail du cinéma cool, entre guillemets, et aussi d'autres éléments dont je vous parlerai, comme le fait que les équipes de tournage sont de plus en plus réduites car les budgets et les semaines où l'on tourne ont baissé en 20 ans au moins de 50%, tu vois. C'est assez énorme. Bon, maintenant, j'espère ne pas trop vous avoir cassé le moral, mais il faut en être conscient. Quelle étude faire et quel parcours privilégier pour avoir le plus de chance ? Bon, déjà, le mieux à faire, c'est de naître dans une famille vivant à Paris avec des parents travaillant dans le cinéma, ou ayant énormément d'argent. Voilà, c'est 2 cas. Vraiment, je vous jure que dans la plupart des cas, un de ces 2 éléments rentre en compte. Et c'est pas des blagues, c'est la gangrène du cinéma français, le pistonnage à tout va.
Et là, je vous parle des gens qui ont à peu près moins de 40 ans, parce que justement, il y a un vrai problème de génération, du coup, en ce moment. C'est que t'as tous les nouveaux arrivés qui ont moins de 40 ans, qui, eux, viennent principalement de ces deux trucs, soit d'une famille très riche, soit d'une famille vivant à Paris. Et ensuite, tu as les plus de 40 ans qui, eux, ont eu une longue carrière et qui ont réussi à rentrer dans le milieu avant que ça s'embourgeoisise et tout. S'embourgeoise, pardon. Oui, Aziz. Je s'embourgeoisise. Bourgeois et Aziz, tu vois, tu mixes les deux, bref. Ce qui fait que les gens qui ont en fait plus de 40 ans aujourd'hui, c'est des gens qui sont beaucoup plus comme Monsieur Tout-le-Monde, en fait. C'est des gens vraiment normaux et qui ont quand même galéré à faire leur carrière. Donc c'est quand même des gens que je trouve plus intéressants. Prenons un exemple comme ça, tu vois, moi j'ai fait 2 ans dans une école privée réputée de cinéma. Dans ma promo, on était 120. Et il n'y en a que 11 aujourd'hui qui travaillent dans le monde audiovisuel. Et sur les 11, il y en a 9 qui avaient déjà des parents travaillant dans le milieu. Donc pour eux, ça a été les doigts dans le nez. Je vous jure, c'est aberrant parce que c'est des gens qui se disent artistes et qui écrivent des histoires sur Monsieur Tout-le-Monde. Alors, qu'ils n'ont jamais été dans le vrai monde. Tu te retrouves avec des gens ayant 25 ou même 30 ans qui n'ont jamais eu à travailler de leur vie. Pas de petit boulot, rien quoi. Comment tu veux écrire des histoires sur la vie des gens de tous les jours alors que tu n'as jamais vécu quoi. Désolé, je vais essayer d'être calme durant cette vidéo, ça va être compliqué. Donc sur les 11, il y en avait 9 qui avaient des parents dans le milieu, et les 2 derniers, ils ont eu la chance d'avoir des parents capables de leur payer le loyer et la bouffe pendant des années, le temps qu'ils arrivent à cumuler suffisamment de contrats pour avoir le statut d'intermittent. Là, je vous le dis très honnêtement, je n'ai rencontré personne de moins de 40 ans qui travaille dans le ciné actuellement et qui a réussi à y rentrer sans un boost des parents. En fait, si tu n'as pas de parents qui ont des contacts, tu peux toujours enchaîner les projets amateurs sur des courts-métrages pour rencontrer du monde. Ça, c'est ok, Mais attends-toi à faire des projets amateurs pendant minimum 2 ans, et pendant ce temps-là, t'as un loyer à payer. Le plus terrible, c'est que tu te rends vite compte qu'en fait, les études sont très facultatives pour ce milieu, car il est tellement fermé qu'il écrème en fait naturellement ceux qui ne sont pas dispo H24. Et donc, ils emploient presque exclusivement ceux qui viennent de la bourgeoisie parisienne. En fait, j'avais calculé un ratio vraiment horrible lorsque j'avais fait une estimation du taux de demandeurs d'emploi dans le milieu. Alors, j'avais calculé qu'en moyenne, lorsqu'on embauchait un technicien, on avait minimum derrière 100 personnes dispo pour le même poste. Puis il y a vraiment autre chose d'horrible que j'ai remarqué, c'est que comme ceux qui embauchent viennent eux aussi de la bourgeoisie parisienne, ils ont beaucoup plus tendance à engager des gens venant du même milieu car ils ont le même langage. Personnellement, je pensais débarquer dans le milieu et avoir le plus d'affinité avec les gens de mon âge. Et au contraire, en fait, ça a été avec les vieux papés ayant 30 ans de métier, car eux avaient galéré pour en arriver là, en fait. Ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et surtout, ils avaient envie d'enseigner. Alors que ceux de mon âge, en fait, t'avais un peu ce truc de... déjà, on se comprend pas parce qu'on vient pas du même milieu, tu vois, moi je viens pas de la bourgeoisie parisienne. Et deuxièmement... t'es un peu aussi vu comme un concurrent potentiel. Et ça donne une ambiance très malsaine en général. Et si tu penses que j'exagère concernant la bourgeoisie parisienne, sache que non, parce que j'ai une anecdote vraiment lunaire. Je suis à la pause de midi dans une boîte de prod. Bon, il y a un stagiaire marketing qui avait, je crois, 20 ans, un truc comme ça, et je lui demande, normalement, « Alors, t'as fait quoi ce week-end ?» Alors que j'en avais rien à foutre. Oh j'ai fait du shopping à New York, ça m'a fait du bien. Du shopping. À New York. Ouais, 2 fois par an, je fais ça me prend le week-end. Pour faire les soldes, ça me remonte le moral. Tu fais pas ça, toi ? Non, pas récemment, non. Ah tu devrais essayer, Vraie anecdote d'une conversation totalement lunaire. Autre anecdote. Dans mon école, une fille pour ses 18 ans a reçu comme cadeau son appart de 60 mètres carrés dans le Marais. Un truc à au moins 1 million d'euros, ouais. Et c'est là qu'en fait, on aborde le vrai problème. Pour faire une carrière dans le cinéma, il ne vous faut pas des contacts, mais des amis. Et c'est ce que j'ai trouvé très étrange en y entrant, c'est que pour espérer que votre chef de poste vous reprenne, il faut que vous soyez les meilleurs amis du monde.
Tu peux être à l'heure tout le temps et faire ton job de manière nickel, ça ne vaut rien si tu n'es pas ami avec ton supérieur. Et là, je parle pas de juste bien s'entendre au boulot, c'est vraiment être ami avec lui. Sur ce point, je vais approfondir sur la façon de recruter dans le milieu, et tu vas mieux comprendre. Lorsque l'on lance la préparation d'un film, il faut engager une équipe, et l'on va commencer par les chefs de poste, car ce sera eux qui travailleront sur la préparation du tournage. Les chefs de poste sont choisis soit par le réalisateur, soit par la maison de production. En général, c'est un peu des deux, car il faut trouver la bonne personne qui soit disponible pour les dates de tournage. Bref. Les chefs de poste seront ceux qui dirigeront chaque département d'un film. Département caméra, lumière, régie, etc. Et chacun va recruter son équipe, et pour ça, ils ont tous une liste d'environ 20 personnes qu'ils appellent. Cette liste de 20 personnes sont des gens qu'ils connaissent très bien car rencontrés sur un tournage, et plus tu es en haut de la liste, et plus tu es son meilleur pote, et donc celui qui l'appelle en premier. Au moins 20 personnes, car tout le monde n'est pas forcément disponible aux dates, c'est très rare que sur les tournages, les chefs de poste soient toujours avec exactement la même équipe. En général, son assistant principal sera toujours là, c'est le meilleur ami qui lui est tout en haut de la liste, mais les exécutants changeront en fonction des disponibilités de tout le monde. Sur cette liste de 20 personnes figurent aussi ceux qui potentiellement feront des extras. Forcément, il y a des jours de travail plus durs que d'autres, comme dans toute industrie, et donc tu as besoin de plus de monde, pour certaines journées ou certaines semaines. En général, les extras sont payés à la journée ou à la semaine, et c'est ce genre de poste qu'il faut viser au début. Après, encore une fois, ça dépend des films et des budgets. Tu prends le Da Vinci Code qui a été tourné à Paris, c'était vraiment avec l'argent qui coulait à flot, car ils avaient une grosse équipe de base qui tournait, mais en plus, ils payaient 80 personnes supplémentaires pour le au cas où s'ils avaient besoin. Ça, il n'y a que les Américains qui peuvent se permettre ça. L'inverse total, c'est le cinéma français où pour réduire les coûts, tu vas justement engager un stagiaire par département et de manière globale, le moins de gens possible. Et c'est justement en tant que stagiaire que vous aurez le plus de chances de commencer. En fait, dans ce milieu, même si tu es le meilleur ami de telle personne, c'est quasi impossible qu'on te recrute sur un premier poste sans avoir fait un stage. Les stages, c'est vraiment la porte d'entrée dans ce milieu et il ne faut pas hésiter à en faire un maximum si tu veux rentrer dans le milieu, car jamais, je dis bien jamais, on ne te recrutera sans une première expérience. À moins que tu sois la fille ou le fils du réalisateur. Ou du producteur, c'est encore autre chose. Et là, concernant la partie amitié, autre anecdote. Je cherchais du boulot sur un tournage et donc je rencontrais des gens. Ce soir-là, j'ai rendez-vous au bar avec une chef de poste pour faire connaissance et éventuellement être recruté avec beaucoup de chance. Et franchement, le feeling marche vraiment bien, comme elle a genre 3-4 ans de plus que moi. Et je crois, au bout de 5 minutes, tu vois, je lui explique ma colère envers ce milieu qui limite me crache dessus car je n'arrive pas à me lier d'amitié avec les gens, alors que je ne devrais être jugé en fait que par mon travail et pas par la partie amitié. Ça, c'est un truc perso où mentalement, tu vois, j'ai beaucoup de mal à lier travail et personnel. Et elle me répond, tu sais, tu devrais pas en parler, ça peut te desservir, surtout là où potentiellement je pourrais être recruté, tu vois. Et je lui réponds, oui, je sais, mais avec toi, je peux le dire. En fait, il y a tout de suite eu un feeling entre elle et moi, on a très vite parlé de la personne qui m'avait filé son contact, qui était en fait son ex. Et elle me raconte qu'ils ont été 3 ans ensemble et qu'elle a arrêté car lui en fait voulait transformer la relation en polyamour. Bien évidemment, elle a été très touchée par ça, forcément, et ça nous a rapprochés car j'ai vécu la même chose. Tout ça pour vous dire, en fait, à quel moment, dans un entretien d'embauche, on a ce genre de conversation ? C'est étrange, Et j'ai eu le poste finalement et j'ai adoré travailler avec elle. La autre anecdote où j'ai vraiment aisé à quel point ce milieu est tellement hermétique que ça en devient absurde. Au tout début, je voulais être photographe plateau. Comme je suis photographe depuis longtemps, c'était la suite logique. Du coup, je rencontre un gros directeur de production, je vous mets pas le nom, mais vraiment quelqu'un qui a bossé depuis 20 ans sur beaucoup de gros films français. Quelqu'un de vraiment super génial au passage, car il m'a beaucoup aidé, notamment en me filant plein de numéros de photographes de tournage. Et c'est pas n'importe quel photographe, car sur leur filmo Wikipédia, je tombe sur tous les gros films français des 30 dernières années. Vraiment, Amélie Poulain, Long dimanche de fiançailles, Intouchable, etc. Et je les appelle. Avec beaucoup de trac, je t'avoue, car c'est des pointures. Du coup, pour chacun, je me présente en expliquant que je viens de la part du fameux directeur de production. Pour chacun, j'ai tout de suite la même réaction de grande joie en mode « Ah oui, bonjour !» Et lorsque je cherche à justement expliquer que j'aimerais être genre assistant photo sur les plateaux
Et ben pour tous, c'est la déception totale. Et en discutant avec eux, j'ai toujours la même réaction car ils m'expliquent qu'ils galèrent déjà eux pour décrocher en fait ne serait-ce qu'un contrat par an. T'as un CV apocalyptique et tu galères à trouver du taf. C'est vraiment là que j'ai été choqué de savoir que des gens ayant plus de 30 ans d'expérience étaient en galère totale pour trouver du boulot. Et ça, on ne vous le dit pas, mais j'ai eu une longue conversation avec l'ingé son du Grand Bleu qui m'a expliqué un autre aspect très problématique, comme lui avait plus de 60 ans, 66 il me semble maintenant. Enfin bon, c'est que en fait, comme tu comptes sur tes amis ou les amis d'amis pour te recruter, et ben forcément, tes amis vieillissent comme toi. Et qu'au fur et à mesure de ta carrière, les amis qui t'embauchaient habituellement, soit arrêtent pour faire autre chose, soit partent à la retraite, ce qui fait qu'en fin de carrière, c'est encore plus difficile. Du coup, j'ai pas insisté dans cette voie, car il y en avait aussi un autre photographe plateau que j'avais rencontré qui avait à peu près mon âge, et lui, ça faisait 5 ans, il me semble, qu'il essayait de rentrer dans le milieu en faisant de la photo, mais il avait réussi qu'à faire 2 longs métrages, un truc comme ça. Enfin bref, vraiment, on tombe sur des trucs aberrants, quoi. Revenons à la fille de mon anecdote qui m'a recruté sur une pub. J'ai bien fait le job, etc., y a pas de problème. Seulement, elle m'a bien expliqué que je ne pourrais pas compter sur elle tout le temps. Qu'il fallait que je trouve d'autres personnes comme elle pour avoir plusieurs contrats, etc., et pouvoir cumuler. Car même si on s'entendait bien, ce qui veut dire que j'avais intégré sa liste de 20 personnes à contacter, eh bien il restait quand même les 20 autres personnes au-dessus qui étaient prioritaires. Car quand ils prennent leur liste, ils commencent à appeler le premier, ensuite on descend dans la liste au fur et à mesure, donc quand t'es genre le 20e, faut vraiment avoir un coup de bol de malade pour que les 19 autres soient indisponibles. Et c'est là que je vous dévoile un autre problème qui est le temps. Faire un stage et rencontrer un chef de poste qui veut bien vous recruter de temps en temps, c'est hard. Mais le faire plusieurs fois et réussir à accumuler suffisamment de contrats pour être financièrement stable, eh bien, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je donne comme estimation minimum 2 ans pour réussir à être viable financièrement. En tout cas, cette limite des 2 ans, c'est vraiment le minimum pour tous les gens que j'ai rencontrés. Ils ont mis au minimum 2 ans. Après j'enlève certains sur la liste qui, en moins de 6 mois, ils avaient leur truc juste parce que ils connaissaient des gens du milieu et des gens très très haut placés. Pour moi, c'est totalement injuste le pistonnage. Pour moi, ça rentre pas dans le lot parce que, franchement, si t'as la famille qui est dans le milieu, t'as même pas besoin de regarder cette vidéo en fait parce que c'est les doigts dans le nez. Tu rentres dedans en mode ouais, c'est comme papa dans maman là. Il faut de problème, tu vois, c'est... Donc oui, cette période de 2 ans, pour moi, c'est le minimum syndical. Moi, si par exemple, je n'avais rien eu à payer pendant 2 ans, j'aurais largement pu rentrer dans ce milieu. Mais malheureusement, comme je suis un Français lambda, j'ai un loyer à payer, au contraire des enfants qui habitent à Paris avec leurs parents. C'est pour ça que j'ai été très en colère envers ce milieu, et je le suis toujours, car j'ai été éduqué en fait dans une croyance qu'en France on pouvait réaliser ses rêves. Moi, mes parents ont toujours été des amoureux de la France, pays du TGV, du Concorde. En France, si t'as un cerveau et que tu bosses dur, tu peux réaliser tes rêves. Mais cette réalité n'est plus d'actualité, car aujourd'hui, sans les parents pour faire tremplin, honnêtement, t'arrives à rien. La concurrence est vraiment trop hard car elle a des avantages socio-économiques impossibles à transcender. Jusqu'ici, je parle de l'aspect économique, car cette concurrence n'a pas de loyer à payer, mais il y a aussi l'aspect social. Moi, je ne viens pas d'une famille qui est tranquille financièrement, alors tout de suite, ça dénote une différence que ce genre de personne ne comprend pas et n'a pas envie de connaître, car ça leur fait peur. Et là, je citerai Batman Begins où Carmine Falcone lui fait une longue explication sur la pauvreté que lui n'a jamais connue et finit par dire « Ce que tu ne comprends pas, t'en auras toujours la trouille ». Et c'est vraiment extrêmement réaliste. Pareil, tu vois, quand j'ai fini mes études, je devais donner le dernier chèque pour l'école privée. C'était 1 500 €. J'avais eu un prêt étudiant, mais j'avais été obligé de piocher un peu dedans pour survivre, ce qui fait que j'avais 3 semaines pour les trouver. 3 semaines pour trouver 1 500 €. Et là, j'ai vraiment eu un bol de malade mental puisque j'ai trouvé un poste de commercial, qui n'avait rien à voir, mais qui payait un max. Moi, le lendemain de mon dernier jour en tant qu'étudiant, j'étais à Opéra en costard-cravate pour bosser et gagner de l'argent. Et là aussi, on s'est foutu de ma gueule car j'étais le seul à bosser tout l'été alors que, en fait, les autres, ils partaient en vacances.
comme les stages commençaient qu'en septembre. Je vous jure, hein, j'ai véritablement en fait côtoyé des gens qui pensaient véritablement dans leur cœur que à chaque fois qu'ils travaillaient, c'était pour avoir de l'argent de poche et partir en vacances. Et j'avais remis un peu violemment en place une fille comme ça qui était très énervée contre la CAF qui lui avait refusé le droit d'avoir le RSA. Mais elle marchait totalement sur la tête. Hein. Je lui avais dit, ton père paye ton loyer qui est de 1200 euros. 1200 euros, hein, je rigole pas. À quel moment tu penses à te plaindre ? Oui, mais moi j'ai 25 ans, le RSA c'est mon droit, etc. Et j'ai mis un moment à lui faire comprendre que c'était une aide uniquement pour les gens qui en avaient véritablement besoin. On est vraiment sur des trucs totalement absurdes. Bref, autre chose, c'est qu'il vous faut impérativement un permis et être véhiculé. Si vous n'avez pas ces deux choses, hein, même en habitant à Paris, vous allez perdre pas mal de contrats. Vraiment, le permis, honnêtement, c'est plus utile qu'un diplôme d'école. Conclusion, que dois-je faire pour entrer dans le milieu et quelle étude faire ? Alors, hormis pour des métiers très spécifiques comme ingénieur son ou ceux travaillant dans les bureaux, hein, pour la finalisation des films comme les effets spéciaux par exemple, tous, franchement, pas besoin de diplôme. Très honnêtement, hormis des trucs très spécifiques, pas besoin de diplôme, hein, car vous serez recruté par stage et par amitié. Vous apprendrez vraiment tout sur le tas. Après, bien sûr, il faut s'intéresser au métier, apprendre par internet, regarder les making-of. Et franchement, juste avec ça, vous aurez déjà le métier dans les mains. Parce qu'en fait, franchement, ce qu'on apprend à l'école, 90% de ce qu'on apprend, en fait, c'est sur le terrain. Autre anecdote pour comprendre ça, c'est qu'à un moment, ma responsable m'expliquait un truc que je devais faire avec les masters de certains films qu'on avait en stock. Bon. Elle se met à m'expliquer ce qu'est un master, car elle croyait que je ne savais pas ce que c'était. Alors, que bon sang, j'ai fait des années d'études quand même, et je suis passionné. Donc évidemment, je sais ce que c'est un master. Mais si elle me l'explique, c'est aussi car elle est consciente que dans les études d'art, pour travailler dans le cinéma en fait, tu as énormément de disparités entre les promos et entre les personnes. Car tu as une grande majorité de gens qui aiment le cinéma, mais qui ne sont pas forcément motivés à travailler dedans. Ça semble bizarre, hein, mais le cliché du petit-fils de Bourges qui sait pas quoi faire de sa vie et qui décide de faire des études d'art, franchement, c'est partout. Et très souvent, il se retrouve avec des stagiaires ne sachant pas grand-chose, car pas véritablement passionnés. Du coup, oui, les études sur un CV dans ce milieu-là, c'est limite anecdotique. C'est toujours mieux d'en faire, hein, mais mon avis dessus, c'est qu'il vaut mieux utiliser ce temps pour faire des stages, car après 25 ans, c'est beaucoup plus difficile d'en avoir. Donc, première étape, faire en sorte de n'avoir rien à payer pendant au moins 2 ans, soit par les parents qui payent, soit en ayant une grosse réserve d'argent. Ensuite, vous prenez votre téléphone et vous contactez le maximum de personnes pour avoir un stage, notamment les directeurs de production qui, en général, s'occupent du recrutement des stagiaires. Au passage, chaque département de production a son association, comme la phare, qui ont tous un site internet avec la liste de leurs membres et souvent, il y a leur téléphone. Donc faut pas hésiter à les appeler. Et à les appeler tous les mois. Ce sera dur et préparez-vous à harceler les gens, car ce sera un boulot de les appeler, de les rencontrer et avec chance, faire un stage. Et vraiment pour chaque stage, soyez le plus ami possible avec votre supérieur. Et dans le temps, si vous réussissez à faire suffisamment de contrats en extra, à un moment, vous cumulerez suffisamment pour devenir intermittent. Et là, autre anecdote pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de ce que c'est que le pistonnage dans ce milieu, c'est qu'à un moment, quand j'étais dans ma boîte de prod, je tombe sur une pile haute comme ça de CV et de lettres de motivation, tu vois. Donc je demande à ma responsable, mais c'est quoi ? Et elle me dit, ça, grosso modo, c'est ce qu'on reçoit tous les mois. Une fois par mois, on reçoit donc tous les CV et lettres de motivation de gens qui sont prêts à faire un stage chez nous. Et je regarde les CV et c'est un truc de malade. Vraiment, je tombe sur des gens qui ont fait 1 ou 2 années en France, 2-3 années d'études à New York ou à Los Angeles ou machin, avec plusieurs stages dans plein de boîtes de prod différentes. Et puis des fois, il y a plein de gens qui ont voyagé et tout. Ils savent parler anglais, espagnol, français, etc. Enfin, vraiment des CV de malade mental, tu vois. Et moi, le mien, surtout à cette époque-là, quand je débutais, mon CV, c'était vraiment pas foufou. Mais j'ai réussi à entrer dedans parce que j'avais eu un énorme piston grâce au sous-directeur qui de la boîte de prod, qui connaissait machin. Enfin bon, j'avais eu un pistonnage de malade. Et j'avais vu ces CV qui étaient incroyables. Et je m'étais dit, mon Dieu, quoi. J'ai volé, entre guillemets, j'ai volé un poste
à quelqu'un qui était, sur le CV en tout cas, 1000 fois plus doué. En tout cas, j'avais halluciné en voyant ces CV, quoi. Vraiment, j'étais en mode, oh mon Dieu, quoi. Ouais, le pistonnage est vraiment si important que ça, quoi. Après, je m'en veux pas trop, parce que franchement, vu la taille des CV, vu ce qu'ils avaient dessus à même pas 20 ans, c'était sûr que c'était des gens qui venaient de la bourgeoisie parisienne. Donc, franchement, voilà, je m'en fous. Je m'en fous, mais ça m'avait fait quand même quelque chose. Revenons donc sur le statut d'intermittent, parce que perso, moi j'ai vite compris que ce ne serait pas possible pour moi dans la durée, car en sortie d'école, en fait, j'avais 1700 € qui partaient tous les mois, en cumulant loyer parisien, crédit étudiant, crédit voiture et le reste. Et quand je dis 1700 €, c'est sans s'acheter de vêtements et sans aller au bar, c'est juste directement l'argent qui part. De plus, il y a autre chose qui rentre en ligne, c'est que perso, je voulais avoir l'intermittence pour avoir du temps en dehors des tournages pour faire mes courts-métrages. Et là, j'ai découvert un autre aspect, c'est qu'en fait, contrairement à ce qui est beaucoup dit, en fait, les intermittents profitent rarement de leur intermittence. En général, ils ont 1 mois de vacances par an et peuvent pas vraiment prendre plus. Car comme tu restes très dépendant de tes contacts, si t'es pas dispo, la personne va se tourner vers quelqu'un d'autre et potentiellement ne te rappellera jamais. Ce qui fait que tu vas vite souffrir en fait de surmenage car tu ne peux pas vraiment refuser du boulot, de peur de ne plus jamais en avoir ensuite. Et quand t'es en vacances, qu'on t'appelle pas et que tes jours d'intermittence défilent, crois-moi que t'as peur. Et c'est pas la meilleure ambiance pour faire des projets artistiques. D'ailleurs, j'ai eu le retour de plusieurs personnes du milieu qui voulaient devenir réals, et ils arrivaient à 45-50 ans et n'arrivaient toujours pas à faire financer leur projet car, même s'ils avaient plein de contacts, ils étaient toujours vus comme simples techniciens. Parce que ça aussi, on le dit pas trop, mais la bourgeoisie parisienne, elle est vraiment extrêmement implantée dans tout ce qui est direction, c'est-à-dire production et réalisation. Donc, quand tu es simple technicien et que tu viens pas de la bourgeoisie, pour leur faire comprendre que tu es égaux par rapport à eux en tant qu'être humain, c'est difficile, parce que eux, vu qu'ils ont 40-50 ans, qu'ils n'ont jamais eu de problème d'argent et qu'ils viennent aussi de la bourgeoisie, ils te le diront pas. Mais ils considèrent que tu es quelqu'un quand même de plutôt inférieur. Voilà. Après, franchement, c'est difficile à expliquer, parce qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre à quel point, de 1, c'est réel, deuxièmement, à quel point c'est subtil, tu vois. À quel point c'est subtil, cette espèce de décalage, en fait, entre la personne qui n'a jamais eu de problème et toi, qui est un Français normal, entre guillemets. Voilà, grosso modo, pourquoi j'ai pas insisté dans cette fois, car j'ai vite compris que ma différence, en fait, me desservait beaucoup, et qu'en fait, le seul moyen de réussir à être égaux à leurs yeux, c'était d'être quelqu'un. Et aujourd'hui, malheureusement, pour être quelqu'un à leurs yeux, ça passe par le nombre de followers. J'ai une amie comme ça qui a perdu pas mal de contrats en tant qu'actrice, car elle n'avait pas 200 000 followers sur Instagram. C'est totalement absurde. Mais bon, c'est pas grave, perso, je suis très content de cette époque où je peux créer depuis chez moi et diffuser mes créations dans le monde entier. Je préfère largement ça à faire des tournages pour la dernière série pourrie de TF1. Et ça n'engage que moi. Conclusion à conclusion, il vous faudra votre téléphone, une voiture et beaucoup d'argent si vous souhaitez intégrer ce milieu. Sans oublier qu'il faut avoir une âme d'harceleur, car préparez-vous à rappeler les gens toutes les 3 semaines, histoire d'avoir du boulot. Moi, il y en a plein qui ont fini par me bloquer à force, et cet aspect harcèlement, en fait, vraiment, je l'ai détesté. Il y a d'ailleurs un truc super bien au Canada, c'est que pour être technicien, tu es obligé de d'abord passer une formation qui te délivre une carte qui montre que tu es apte au métier en tout cas, mais surtout autorisé à faire ce travail. Ensuite, ils ont aussi un site internet génial qui répertorie tous les films en cours de tournage ou en préparation avec la liste des chefs de poste que tu peux directement appeler. Ça franchement, c'est la vie et j'aimerais bien que ce soit en France. Je finirai par la différence qu'il y a concernant le milieu entre la France et les États-Unis. Dans les 2 cas, c'est dur de rentrer, ça c'est pareil. J'ai rencontré plusieurs techniciens français ayant travaillé sur des séries comme The 100, American Pie et d'autres trucs connus mais je me souviens plus. Mais pour eux, la différence était toujours la même entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, si tu es recruté et que sur le tournage tu n'as pas le smile ou alors tu travailles moyennement, ou alors, dans le pire des cas, tu es en retard, c'est sûr qu'on ne te rappellera jamais. En France, tu peux très facilement te faire une carrière entière si tu as les bons amis.
Aux États-Unis, les amis sont utiles uniquement pour rentrer dans le milieu. Ce n'est que par ton travail et ton smile que tu réussiras à y rester. Et je suis très d'accord avec cette différence. Ça aussi, j'aimerais bien que ce soit le cas en France. Moi, j'en connais un technicien, il a déjà eu 2 fois des accidents avec le camion du boulot car il rentrait chez lui totalement bourré après le tournage, ou aussi en ayant fumé, des fois les deux, et pourtant, il n'a aucun problème à continuer à travailler. Ça, je trouve ça totalement aberrant. Je crois beaucoup plus dans un milieu qui t'aide parce que tu es travailleur plutôt qu'un milieu qui ne te juge que par tes contacts. Bon, maintenant, je m'arrête sur ce sujet. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Je pense que la prochaine sera très limite comme vidéo car j'aimerais vous parler de l'égalité homme-femme dans le milieu. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Pour quelles raisons ? Et vous verrez que en fait c'est très nuancé et qu'on est très loin du traditionnel « ils veulent pas de moi parce que je suis une femme ». Ça c'est une phrase dans laquelle il y a un peu de vrai, c'est vrai, mais potentiellement aussi du faux car il y a plein de raisons qui ne sont jamais dites derrière. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai directement, ou alors au travers d'une autre vidéo, parce que j'ai plein de sujets à traiter avec ce format podcast que j'espère vous plaira. Allez, à plus!